Ça a duré de mes 10 ans à mes 17 ans, ça c'est ce que je me rappelle. Pendant 7 ans, il a fait ses visites nocturnes et il a abusé de moi. Il me faisait des brûlures au sexe. Il avait les mains assez rêches. Vu que j'étais pas consentant, des fois, il employait un peu la force. J'avais honte de ce que m'avait fait mon frère, mais j'avais surtout honte de l'avoir laissé faire. Et au final, on finit par se sentir coupable. Ça a pourri ma vie pendant presque 40 ans. J'ai un profond dégoût pour cet événement-là. C'est répugnant, c'est une envie de vomir. J'ai encore peur de lui le soir, alors qu'il est mort depuis 13 ans. À quel moment on se rend compte que l'enfant il va souffrir de ça toute sa vie? Ce que je vois, c'est que ça intéresse personne. On paye le déni sociétal. Si on se lance sur le sujet de l'enfance abusée, ça va libérer la parole, ça va être un torrent qui va emporter beaucoup sur son passage. Ça, c'est très clair. Il faut marcher la tête haute parce qu'on a survécu. Il faut arrêter d'avoir honte. Le passé, il faut faire avec, et il faut s'en servir. Il faut justement peut-être s'en servir pour protéger ceux qui arrivent. Mon père, il était boulanger, mais pas encore patron. Il a voulu ouvrir son entreprise, donc on a déménagé à Bordère. C'était un tout petit village, pas loin de Lourdes. Et, c'était sympa, quoi. Après, il y a cet entraîneur de foot qui a voulu ouvrir aussi un club de foot. Donc, il cherchait des sponsors et il est rentré dans la boulangerie de mon père pour demander un coup de main financier pour le club, pour le début du club. Petit à petit, c'est créé. Il a gagné la confiance de mes parents, quoi, et a réussi à se faire une petite place dans notre famille, quoi. Enfin, c'était le meilleur ami de mon père, quoi. On le voyait tous les jours. Donc après, cet homme a pris mon grand frère et moi pour faire du foot. Et c'est comme ça que ça a commencé, quoi. J'avais 6 ans. Un jour, j'étais le dernier sous les douches et c'est là où il a commencé à avoir des attouchements, à vouloir m'essuyer le corps, etc. Et il m'a dit de rien dire à mes parents, que c'était entre nous, quoi. C'était un secret. C'était un adulte, c'était un entraîneur de foot, il avait de l'autorité, quoi. La confiance de mes parents, donc même si on n'a pas conscience que c'est une bêtise, c'est un adulte qui nous dit que c'est un secret important qu'il faut pas parler, donc on ne parle pas. On écoute les adultes. La première fois où il m'a violé, c'était dans son garage, chez lui. Et j'avais mis sa couette de l'armée par terre. Et là, il m'a plaqué sur la couverture et il a commencé à me violer. C'était un des pires souvenirs de ma vie, quoi. Et ça a duré de l'âge de mes 6 ans jusqu'à mes 16 ans et demi. Ben, c'était répétitif, c'était toujours le même processus. Donc après les douches, il m'attendait. Après, il fallait que je le regarde se doucher, il me demandait des fois de lui uriner dessus. Des fois, il fallait que je le caresse aussi. Il me faisait des fellations dans sa voiture. Il y avait des attouchements et après, il m'a ramené à la maison. Un coup de vent, il allait dans le fournil voir mon père, lui serrer la main. Et rentrer chez lui, prendre sa baguette et rentrer chez lui, voir sa femme et ses enfants.
C'était un copain de la famille. Ça a été une des premières personnes qu'on a connues quand on a déménagé. Et donc, il a un peu pris mes parents sous son aile. C'était quelqu'un d'un peu plus âgé, très établi, un commerçant qui a une très bonne situation, quelqu'un d'assez notable dans la cité, comme on dit en province. Et c'était un homme qui avait que des fils. Il était complètement fan de moi parce que j'étais une jolie petite gosse. Et tout le monde a pris ça pour justement cet homme qui aimait cette petite fille, mais d'une manière totalement saine. Je crois que vraiment la première fois, c'était cette fameuse fête de Nouvel An. J'avais 9 ans. C'était au petit matin, il est rentré. Moi, ce qui était très, très perturbant dans cette première fois, c'est que les autres enfants étaient dans la même pièce. Donc, je dormais à côté de mon frère et il y avait 3 de ses fils qui étaient dans la pièce. Il s'est installé à côté de moi et très silencieusement, ce jour-là, il m'a violée avec sa main. Et très silencieusement, il m'a fait enlever ma culotte en me disant... Donc tout ça s'est déroulé dans un silence monacal. Et moi, évidemment, je me suis réveillée. J'avais mon frère à côté de moi. Et c'est vrai qu'avec le recul, je me suis dit, mais pourquoi tu n'as pas crié? Pourquoi tout ça? C'est incroyable, cette sidération. Donc je suppose que sa gentillesse a permis tout ça. Il était vraiment très gentil avec moi, extrêmement gentil, extrêmement doux. Et le jour où il s'est mis à côté de moi, à côté de ce lit, finalement, ok, tu veux, d'accord. Enfin, c'est aussi simple que ça et aussi dramatique que ça. C'est ok, ça va vite. Je sais pas si ça a duré sur 2, 3 ou 4 ans. Je sais pas. Je me souviens d'actes. Je me souviens pas de période. Mais je sais que dans sa tête, il me faisait l'amour comme un enfant. Enfin, c'est terrible de dire ça, mais que effectivement, elle a jamais eu de gestes violents et cadencés et tout ça. C'était des gestes assez doux, mais avec pénétration et forcément avec tout l'impact qui va avec, quoi. Donc c'était très ambigu, cette relation, parce que, encore une fois, il n'y avait pas de violence ni physique, ni verbale, ni sexuelle, dans le sens propre du terme. Il y avait de l'amour et de la douceur. J'avais 6 ans, mon frère était en internat, dans une école militaire. Mon frère était mon héros, donc j'adorais refaire ce qu'il faisait. On faisait des parties de foot. J'étais heureux, la vie était douce, ça coulait, tranquille. Un jour, mon frère est revenu de son internat. Un matin, c'était l'été. J'ai senti que mon frère se rapprochait de moi. Ça m'a pas forcément sur le moment inquiété parce que j'avais 6 ans et que mon frère... pour moi, m'adorait aussi. Donc, là où j'ai commencé à sentir le danger, c'est quand j'ai senti quelque chose de dur contre moi. C'est quand j'ai senti sa main qui venait sur moi. Très concrètement, mon frère me met la main sur mon sexe, qui a une réaction, je dirais, physiologique, que j'ai du mal à comprendre, parce que moi, j'ai 6 ans. Et très rapidement, mon frère essaye de me pénétrer. Je sens comme une piqûre, mais très violente. Et là, j'ai compris, c'est très bref. Ça dure quelques instants, quelques va-et-vient. Ensuite, mon frère sort. Et là, en moi, il se passe comme si quelque chose s'écroulait. D'abord, une douleur terrible, terrifiante, à la fois quand mon frère me pénètre et quand il sort. Et puis, un dégoût aussi après, immédiat, mais immédiat, de l'odeur de son souffle, de ce liquide qui était contre moi, que je connaissais pas. Et immédiatement, mon frère, lui, me dit que tous les frères font comme ça et qu'il faut rien dire parce que si je disais quoi que ce soit, on serait plus frères et puis c'est pas ce que je veux. Et je dis rien. Mon frère m'a violé pendant 3 ans.
À chaque fois qu'il revenait de son internat, sur une période de 15 jours, il devait bien se passer au moins 3 ou 4 actes criminels. Son emprise, elle a duré 3 ans et elle était très insidieuse. Il a acheté mon silence à coups d'étiquettes Panini, à coups de... Voilà, des choses qui, pour moi, étaient très contradictoires parce que mon frère me faisait du mal et en même temps, mon frère me surprotégeait, mon frère était toujours avec moi. J'ai vite compris que si je disais quoi que ce soit, quelque chose allait se passer dans la famille. Et on est prisonnier de cette volonté qu'on a malgré tout de vouloir protéger notre famille. Donc j'ai fait comme si tout allait bien. J'ai joué au foot avec mon frère comme si tout allait bien. J'ai participé à ma famille comme si tout allait bien. Mais en mettant le doigt dans l'engrenage du silence, après la mécanique, elle est tellement irréversible qu'on parle plus. Soit on parle tout de suite, soit on parle plus. Immanquablement, je savais qu'on allait me dire pourquoi t'as rien dit, pourquoi t'as rien fait, etc. Et j'avais pas de réponse. J'étais pas assez fort pour pouvoir parler. Pendant 10 ans, j'ai rien dit. Bien sûr qu'on se déteste de pas pouvoir parler, qu'on s'en veut, qu'on se dit pourquoi j'arrive pas à leur dire. Mais même en ayant conscience, on n'arrive pas à en parler. On a cette peur de pas être cru par notre entourage, de pas être cru tout court. Donc on se met des murs, on se fabrique une bulle et on y reste dedans en se disant que tôt ou tard, ça s'arrêtera ou que la vérité éclatera, quoi. Une autre victime avait porté plainte, donc il y avait une main courante sur lui. Il avait été mis au courant, il était venu me voir une semaine avant pour me dire de pas parler, que si je parlais, il me tuerait. Je lui ai dit mais comment? Et il m'a dit comme ça. Donc il a pris mon coussin, parce que j'étais assis sur mon lit, puis il a essayé de m'étouffer jusqu'à que je trouve la force avec mes jambes de le pousser. Et puis quand la gendarmerie est venue 2 semaines après me poser la question si j'avais subi déjà de touchement par cet homme, j'ai dit que non parce que j'avais peur. Un jour, je reçois un coup de fil d'un gendarme qui me demande si je connaissais bien Gérard. J'ai dit que oui, je le connaissais très bien, mais je comprenais pas pourquoi il m'appelait. Il me dit voilà, parce que ce monsieur a été accusé par un joueur d'Orlex, un petit village à côté, d'attouchement sur un enfant. Où j'ai dit ça m'étonne, mais bon, écoutez, j'ai mon fils qui est très proche de lui, je lui posais la question avec sa mère et je vous tiens au courant, rappelez-moi. Avec sa mère, on a questionné Kevin quand même longtemps. Il nous a dit, écoute papa, je te promets, non, moi avec Gérard, on s'entend bien, il se passe rien. Et j'ai dit, tu nous le dis, parce que si c'est ça, je vais vite régler le problème. Et puis bon... Je lui ai dit, mais pourquoi là, t'aurais pu arrêter tout? C'était lui, là, maintenant. Et il m'a dit, mais tu pourrais pas comprendre. Tu n'aurais pas pu comprendre. C'est de là que je me suis dit, c'est de ma faute, quoi. C'est de ma faute. Je n'ai pas insisté. J'aurais dû le harceler, j'aurais dû... oui, je suis coupable de... C'est là, ce soir-là, je suis coupable. Et après, j'ai fait une lettre pour soutenir l'agresseur, en disant que c'était monsieur tout le monde, parfait, avec une famille, des enfants, qu'il n'avait pas pu faire ça. Donc on n'a pas cru le petit garçon. Moi, la première, voilà. Le gamin, il est passé pour un menteur, enfin... L'affaire a pas eu suite. Les gendarmes ont laissé tomber, le procureur a laissé tomber. À 9 ans, ouais, j'ai senti que c'était pas normal. Ouais. Et pourtant, on n'avait jamais parlé ni de sexe, ni quoi que ce soit avec mes parents. Ils ne nous ont pas éduqués à ce moment-là sur, justement... les parties intimes, etc. C'est quelque chose dont on n'avait jamais parlé. Mais je savais que c'était pas normal, effectivement, ce qu'il me faisait. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai caché. Je l'ai jamais dit, ni à mon père, ni à ma mère, ni à mon frère, alors que j'étais très proche d'eux, en fait. Mais tu le dis pas parce qu'il a vraiment tourné ça comme un jeu et comme un secret. Et il a fait de moi sa complice. Je me souviens notamment de cette fois dans la salle de bain où il y avait des adultes aux alentours, il y avait comme une fête, donc il y avait des gens. J'ai vite enlevé ma culotte pour qu'ils puissent s'amuser avec moi. Donc il y avait cette espèce de complicité qui est terrible d'un adulte à un enfant, quoi.
Je me souviens vraiment être dans un processus de... Il faut tout cacher, quoi. Une serviette avec laquelle tu t'essuies, tu la gardes toute la semaine pour le reste de ta toilette. Donc, c'était des choses assez marquantes, comme ça. Il faut essayer de nettoyer les petites bribes de sang, des choses... Enfin, donc, je n'ai jamais laissé de traces. Enfin, ça qui est dingue, c'est que tu dis, bon, au moins, peut-être qu'en laissant, justement, des traces, peut-être que mes parents auraient pu voir. Mais non, c'était pas mon cas. J'étais totalement complice. Je l'ai vécu de plus en plus difficilement au fil des viols. Puis à la fin, je l'estimais et je voulais lui faire plaisir, en fait. C'était comme... Je voulais pas lui faire de peine. C'est ce qui a été le plus difficile à surmonter. Les viols, finalement, bon, voilà, c'est un corps, il y a l'intégrité, il y a l'insouciance, tout ça s'est envolé en 2 secondes. Mais ce qui a été le plus difficile pour moi à surmonter, c'est vraiment la complicité, la manipulation que j'ai subie, quoi. Comment j'ai pu de moi-même aller lui faire plaisir, quoi, en fait. Un jour, à l'âge de mes 14 ans, je me dis que en arrêtant le foot, je le verrai moins. Malgré que il venait quand même tous les jours après acheter sa baguette et essayer de convaincre mes parents qu'il fallait que je refasse du foot, que je revienne au foot. Je disais à mes parents qu'ils montaient me voir pour parler de foot, pour m'aider à faire les devoirs ou trouver toujours une excuse, jouer avec moi à la console. Alors qu'ils ne touchaient pas à la manette de la console ni à mes devoirs. Et il me faisait des brûlures au sexe parce que ça durait en longueur. Il avait les mains assez rêches. Donc forcément, ça me faisait mal, quoi. Vu que j'étais pas consentant, des fois, il employait un peu la force. Et ouais, à l'âge de mes 14-15 ans, on va dire que j'étais résigné, je pouvais rien faire. De toute manière, parler, j'y arrivais pas. Donc du coup, j'essayais de faire au plus vite, quoi. Que mon calvaire se finisse vite. De toute façon, je vais résister, c'est moi qui vais avoir mal. Finalement, c'est moi qui me retrouve avec des brûlures au sexe, c'est moi qui me retrouve avec des saignements anals, enfin, tout ça. Donc autant aller vite et pas avoir mal, quoi. Tout en espérant que mes parents montent un jour dans ma chambre ou le surprennent en train de me faire du mal, ce qui n'est jamais arrivé. Mon père, c'était un orphelin. Il est arrivé en France quand il avait 20 ans du Liban. Il est arrivé dans un foyer. Ma mère, elle est arrivée du Maroc. Et mon père, il a monté son entreprise. Il a embauché tous ses frères. Mon père, c'était le patriarche de la famille. Voilà. Tout le monde avait confiance en lui et tout le monde avait peur de lui aussi, quoi. Parce qu'il piquait des colères, il avait des crises de colère, donc tout le monde le craignait. Donc on a tous fait nos communions, baptêmes, profession de foi, confirmation. Il nous amenait à l'église le dimanche à 11h et il nous revenait nous chercher à midi avec une bonne image de la famille qui va à l'église le dimanche pour se faire pardonner de ses péchés. Mon père venait la nuit, pendant mon sommeil. Ça me réveillait parce qu'il me massait le dos. Et là, j'étais surprise dans mon sommeil en plein milieu de la nuit. Je serrais mes bras le long de mon corps, j'étais à plat ventre, je serrais mes jambes et il s'introduisait de plus en plus bas jusqu'à mes fesses. Et de mes fesses, il remontait jusqu'à mon sexe pour me toucher le clito. Et là, je dis non, c'est pas possible, faut prier, puisqu'ils nous étaient éduqués à leur religion, pourvu que ça s'arrête, ça, il faut pas. Et en même temps, il me donnait du plaisir. Et au moment où je ressentais ça, j'essayais de bouger, de le faire partir, et il partait. Mais je comprenais pas tout, en fait, parce que là aussi, j'ai des flashs, j'ai senti qu'il sortait son sexe.
Il mettait une serviette, que j'ai compris que c'était une serviette parce que j'avais les yeux fermés. Il mettait une serviette à côté de moi. Et après, il partait se laver dans la salle de bain. Et ma mère, elle dormait. Ma sœur aussi et mon frère aussi. Et là, après, je demandais pardon. Je prenais mon chapelet, je faisais toutes les prières comme il m'avait appris en demandant pardon parce que je pensais que c'était ma faute. Ça a duré de mes 10 ans à mes 17 ans, ça c'est ce que je me rappelle. Pendant 7 ans, il a fait ses visites nocturnes et il a abusé de moi. Et en fait, il était très gentil. Hein. Il était très gentil quand il faisait ça. Et comme dans la vie, il n'était pas gentil du tout et qu'il était autoritaire et violent, en fait, c'était vraiment paradoxal et on est dans une confusion totale. En tout cas, c'est sûr que j'ai pas dit non, donc ça, c'est un truc qu'on porte longtemps après dans notre vie, quoi. J'avais honte de ce que m'avait fait mon frère, mais j'avais surtout honte de l'avoir laissé faire. Et fatalement, on continue à se taire. On est dans un cercle vicieux. La honte conduit à la culpabilité conduit au silence, et ainsi de suite. C'est vraiment difficile d'avoir un jugement correct sur soi, tellement on se sent sale. C'est un sentiment qui nous habite très longtemps, qui pousse certains à avoir des tocs, à se prendre beaucoup de douches, et puis qui pousse d'autres à s'ouvrir les veines pour faire sortir de cette saleté qui est en nous. Tellement on a été salis qu'on a l'impression que cette boue est en nous, que leur sperme coule dans nos veines et que ça nous pourrit de l'intérieur. Après que mon frère m'ait violé, plus personne n'est venu chez moi, plus aucun copain. J'ai arrêté d'être sociable, j'ai plus joué. Je me rappelle que quand j'étais petit, après que tout ça soit terminé, je passais au moins une demi-heure, 3/4 d'heure à dire à ma mère tu m'aimes, je t'aime. Voilà, j'avais besoin de sentir que quelqu'un était là, que quelqu'un allait me protéger. Même quand mon frère était dans son internat, j'avais ce sentiment d'inquiétude, ce sentiment de cette angoisse de la nuit. Et j'avais peur de m'endormir parce que j'avais peur de me réveiller. Et je m'endormais de fatigue extrême, pas avant 2h, 3h du matin, quand je pouvais plus lutter. J'ai travaillé la nuit, justement, dans mon métier pour justement ne pas avoir à subir ce problème de s'endormir qui voulait dire se réveiller un jour. Le réveil, pour moi, était quelque chose d'insupportable. Je reste jamais dans mon lit. Même maintenant, je ne fais pas de grasses matinées. Dès que je suis réveillé, il faut que je me lève. Ça a généré pour moi, quand on est un homme, on a une érection matinale. Et en grandissant, en étant adolescent, cette érection pour moi était insupportable. Je tapais mon sexe parce que c'était quelque chose qui m'avait fait du mal. Et de le voir comme ça, tous les matins, triomphal, ça me ramenait à ce que m'avait fait mon frère. Donc, je perdais pied en me disant, est-ce que j'ai cette réaction en mémoire de ce que m'a fait mon frère ou est-ce que c'est normal? Je ne savais pas. Et cette érection matinale, pour moi, était insupportable. Insupportable. J'ai retrouvé la mémoire 30 ans après les faits. De la mémoire traumatique. Je pense que c'est un peu pareil dans les attentats où quand un choc est très fort, c'est comme un accident de voiture, on a tellement peur que le cerveau, j'imagine, a un moyen d'enlever ce qui a fait très peur. J'avais plein d'images de bonheur de mon enfance. Je n'avais gardé que des images heureuses jusqu'à cette période où je suis sortie d'amnésie. C'est à l'âge de 40 ans que, suite à des années d'autonomie et de dialogue avec Catherine Dolto, il y a une séance où toutes les séquences traumatiques que j'avais vécues durant mon enfance sont revenues en mémoire le même jour, en même temps. D'un seul coup, j'avais l'explication de plein d'éléments de ma vie qui étaient pour moi inexplicables.
Depuis toute petite, j'ai toujours fait démonter les portes partout. Je voulais pas être enfermée, mais sans explication. J'ai aussi depuis toujours des problèmes d'insomnie, une impossibilité de m'endormir sans somnifère. Et puis, quelque chose d'essentiel dans ma vie, je n'avais pas d'explication au suicide de mon frère, qui s'était jeté du haut de Beaubourg à 24 ans. Je souffrais beaucoup de son absence. Je vais beaucoup mieux depuis que j'ai l'explication. Mon père était premier prix de Rome. C'était un des piliers des Beaux-Arts. Il dirigeait un atelier d'architecture. Quand je suis née, mes parents étaient à Rome, à la Villa Médicis. C'était un microcosme, la Villa Médicis. Les peintres et les sculpteurs qui étaient notoirement connus à Paris faisaient des séjours à la Villa Médicis. Enfin, des séjours, des fiestas, des fiestas, voire des fiestas un peu... Ma mère, qui n'y participait pas, me disait qu'il y avait des choses qui étaient plus que douteuses. Elle a plusieurs fois consolé des petites filles qui se plaignaient d'attouchements sexuels de personnes qui étaient, enfin, des gens bien vus de l'extérieur, des gens renommés. Oui, ils avaient une attitude qui était absolument pas du tout normale avec des enfants. Avec comme une fusion entre le corps, la beauté, le corps de l'enfant qui est idéalisé, qui a une forme de pureté. Entre l'art et le sexuel, mon père écrivait là-dessus. Il n'y a pas de frontières. Ce que dit ma mère, c'est que avant que mon père soit pris de Rome et résident à Rome, il n'avait pas ces pulsions pédophiles. Du fait que j'avais un an d'écart avec mon plus jeune frère, on était presque comme des jumeaux. On faisait tout ensemble et c'est vrai que mon père idéalisait ces deux. On était les deux petits derniers, un peu comme des petits princes. Mon père avait installé son agence d'architecture, un rez-de-chaussée sur rue et puis une cave en dessous. Ce qui me revient, c'est qu'il nous demandait de faire des cabanes où il y avait l'esprit artiste. On va faire une jolie maison, vous allez vous amuser à l'intérieur. Et une fois qu'on était pris dans la maison en carton, en fait, il nous sodomisait dans ces maisons. Il avait élaboré tout un système avec une trappe, un système sur vérin. Et en fait, pour que personne nous entende, mon père avait rabatté ce système de trappe. Et j'avais un tel lien avec mon frère petit que il y avait beaucoup de solidarité entre nous. Je l'entends, j'ai des échos de ça. Je l'entends m'appeler. Je l'entends m'appeler pour que je lui vienne en aide. Et je pense que je souffrais plus de voir mon frère souffrir que moi d'avoir des... C'est plus... on oublie presque sa douleur quand on voit quelqu'un de torturé. De 5 ans à 10 ans, tous les viols étaient vécus tous les deux. On pensait que ma mère allait nous sortir de là. On pensait qu'elle verrait... Elle a dû le... Bien sûr qu'elle l'a vu, mais elle le reconnaît elle-même. Il y a eu une forme d'abandon. Elle n'a pas été... Il y a eu une forme d'abandon. Elle n'a jamais... Elle parlait de rupture, mais on voyait qu'elle ne le ferait pas. Elle était... Elle tenait à son statut social. Et je pense qu'elle aimait... Il y a un côté de mon père qu'elle aimait. Elle aimait l'homme cultivé. Il n'y avait pas que... Il y avait l'être charmeur et charmant.
Le jour où ma mère, elle est rentrée dans la chambre et qu'elle a vu mon père, les 2 mains sur mes fesses, et là, ma mère, elle rentre. Elle dit, qu'est-ce que tu fais à ma fille? Qu'est-ce que tu fais à ma fille? Et là, ils sont partis, tous les deux. Lui, pardon, pardon, pardon. Et puis d'un coup, le calme plat. Je disais, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont complices, il y a un problème. Qu'est-ce qu'ils m'ont caché? Pourquoi elle ne me parle pas, quoi? Je dis, je veux mourir. Qu'est-ce que je fous là? C'est pas possible. Je veux mourir. Je veux plus rien. Toute la nuit, je suis restée seule au monde dans mon lit avec ça. Jusqu'au petit matin, ils sont partis travailler. Normal. Mais oui, tout continue toujours normal, en fait. Tout est tout normal. La vie continue. C'est comme si ça n'existait pas. Cette image, ma mère m'en a parlé il y a 5 ans. Elle me raconte, un jour, tu étais sur le lit de papa, tu avais ta petite robe blanche et ton petit truc dans les cheveux, tu étais toute mignonne. Et elle me dit, je t'ai trouvée avec papa et tu étais couverte de sperme. Et lui avait enlevé son pantalon. Enfin, alors elle me dit, je t'ai tout de suite enlevée du lit. J'ai enlevé ta petite robe, je l'ai lavée et personne n'en a jamais rien su. Donc, c'est pas grave. On va pas en faire... Je crois que c'est une des seules fois de ma vie où j'ai été en colère. Et j'ai eu un échange profond avec elle en disant c'est pas le fait que tu laves la robe à la machine et qu'est-ce que je fais moi après? J'étais vers les 7 ans à peu près. Je me souviens d'être sur la pelouse à l'extérieur de chez moi. C'était pendant l'été, il faisait chaud. J'étais nu, mon frère aussi, qui était pas loin, et puis ma tante qui s'amusait à mettre mon sexe dans sa bouche. Et à un moment, moi, je me suis levé, et puis je crois qu'elle m'a mis un peu la pression pour m'obliger à me rasseoir et à considérer que c'était un jeu. Et moi, je me suis levé et j'ai appelé ma mère. Je me suis adressé à elle et je lui ai dit ce qu'était en train de faire ma tante. Et elle était face à moi. Elle a regardé ma tante avec une tension, et ça dure une fraction de seconde. Et puis ensuite, elle m'a regardé. Et l'espace d'une fraction de seconde, ça a été le déni direct. Et là, elle m'a agressé en me disant qu'est-ce que c'est que ces manières, qu'il fallait que j'arrête de raconter n'importe quoi, qu'est-ce que je faisais tout nu, là, et qu'il fallait que j'aille... Elle m'a envoyé balader, qu'il fallait que j'aille me rhabiller, quoi. Elle a privilégié la relation avec sa sœur à la protection de son enfant. Il y a cet événement-là, et puis c'est pas le seul. Quand elle était là, elle s'occupait de nous faire prendre le bain, mon frère, à moi, et puis le bain se terminait, voilà, de jouer avec le sexe ou de le prendre dans sa bouche, c'était un peu une fin de toilette, quoi. Le choix de ma mère de ne pas me protéger, ça a pourri ma vie pendant presque 40 ans, parce que y a un abus, mais il n'y a rien qui a été mis pour arrêter ce processus. Et ben voilà, on est dans un bain, et puis bah, tu vas y rester, mon coco. Jusqu'à la fin de tes jours, tu vas rester dans ce bain-là, d'être abusé. Et donc ça a eu beaucoup de conséquences dans ma vie, notamment sur la vie de couple. Dans les choix que j'ai faits, dans les histoires complètement glauques que j'ai pu vivre, dans les choix de compagne qui, la plupart du temps, aimaient abuser parce que j'avais cette aptitude ou cette disposition à me positionner comme une victime. Eh ben, j'ai appelé à moi que des gens qui agressaient, quoi, et qui prenaient plaisir à abuser, à agresser, à faire tourner en bourrique, etc. Mais j'ai rencontré entre guillemets, des sosies, des personnes qui ont abusé de moi ou qui m'ont pas protégé quand j'étais jeune. Je fumais 15 pétards par jour, quoi, pendant des années. Je pouvais pas dormir sans m'enivrer. J'aurais pu vraiment basculer
très très loin. Je pense que j'ai une bonne dizaine d'années vraiment de gouffres comme ça, émotionnels, affectifs, d'addiction, de me laisser... C'est souvent on dit qu'une personne qui a été violée dans son enfance va être violée toute sa vie. Bon, il y a une espèce de mécanisme de victime qui fait que finalement ton corps n'a tellement pas de valeur. Ce truc où, bon, ok, si ça peut te faire plaisir, couchons ensemble. D'accord. La danse, c'était vraiment ma bouée, quoi, parce que comme j'étais au conservatoire, il fallait quand même que je travaille un minimum. Donc j'ai quand même bossé, je sais pas comment j'ai fait. Hein. Aujourd'hui, je sais pas comment j'ai fait pour vivre ce parallèle, c'est limite schizophrène, quoi. Mais c'est vrai que ça a été vraiment un énorme échappatoire et un moyen d'être belle et douée dans quelque chose aussi. D'être aimée aussi différemment pour l'art, pour ce talent-là qui était le mien. Je me sentais tellement une merde que la danse, ça me permettait d'avoir une vraie valeur. Je me souviens qu'à un moment donné, il m'a dit un mot et il m'a demandé « Est-ce que tu jouis ?» Et je n'ai pas compris. J'en sentais quelque chose de bizarre. J'ai dit « Mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi que je ressens? Qu'est-ce que c'est ?» Ça me prenait là, je disais « Qu'est-ce que c'est ?» Et plus tard, quand on est revenu des vacances, j'ai cherché dans le dictionnaire, je ne sais plus, j'ai demandé et j'ai compris que ça voulait dire prendre du plaisir. Et là c'était catastrophique pour moi. En fait, je découvrais l'inceste. Et je crois que je rentrais en 6e. Le mot jouissance, le mot jouir a détruit ma vie. Ça a détruit ma vie sexuelle, ma vie amoureuse, ça a détruit toute ma vie. Voilà. Ça a été catastrophique au niveau de ma rencontre et puis je me suis autodétruite avec les hommes. J'ai fait plein de rencontres amoureuses. Et je me suis détruite toute seule avec ça, quoi. Et ils m'ont détruite aussi. Et donc la sexualité, elle a été très difficile. De toute façon, je pensais que j'étais une femme frigide. Et je disais, de toute façon, je serais frigide, c'est sûr, j'y arriverais pas. J'avais pas de désir, pas de libido, rien. Mais bon, je savais que ça faisait partie de la vie, donc je le faisais, quoi. Voilà. Et puis un jour, à mes 38 ans, j'ai découvert par d'autres chemins que j'ai eu du désir. Mais le désir que j'ai eu, c'était dans un domaine spécial parce que c'était le domaine SM. Et le jour où j'ai eu ce désir en me disant « mais tu as ce désir en même temps et qui te provoque de la souffrance, c'est pas possible ». Et on peut pas lutter contre le désir qui monte, il monte, il monte. En même temps, j'étais heureuse, je me dis, ouais, c'est cool et tout, j'ai du désir. mais je peux pas l'accepter, c'est pas possible. Quand j'ai découvert ça, j'avais 38 ans, j'ai fait un burn-out, j'ai tout lâché, tout lâché, tout. Mon mari, mon boulot, j'ai tout lâché. Je dis, c'est pas possible. Je ressens maintenant le plaisir dans la souffrance, quoi. Comme lui. Et en fait, j'ai fait le lien. Me dire, en fait, mon père, il me frappait la journée et il me violait la nuit. Et là, je me retrouve sexuellement à me dire, je vais me faire frapper et en même temps, je vais jouir. Voilà. Et j'ai dit, maintenant, je sais que je suis comme ça. OK, donc maintenant, je dois vivre avec. Alors j'ai fait une séance d'hypnose dans le cadre d'une émission de Jean-Luc Delarue. C'était une émission sur les coups de foudre. Et cette séance d'hypnose, elle a surtout fait remettre à la surface ce que m'avait fait mon frère, mais d'une façon, je dirais, inédite pour moi. C'est-à-dire que je voyais physiquement ce qui se passait. Je voyais le regard de mon frère, je voyais ce rictus dégoûtant de mon frère. Et c'était plus supportable pour moi de me taire. Très peu de temps après cette séance d'hypnose, j'ai écrit une lettre à ma femme que j'ai déposée un soir dans la cuisine et en attendant fiévreusement le matin quand elle s'est levée, sa réaction. J'avais 39 ans, donc depuis le dernier viol, c'est 30 ans de silence.
C'est difficile parce que c'est la femme que j'aime et je me demande si elle va pas changer son regard sur moi, si ça va pas la dégoûter au point qu'elle va plus vouloir de moi. C'est quelques minutes qui sont une éternité pour moi. Ma femme revient dans la chambre et là, on n'a pas besoin de se parler. Il y a juste une accolade très longue. Et là, c'est 30 ans de souffrance qui s'arrêtent. Parce qu'on n'est plus seul, en fait. Et je suis ému parce qu'en fait, ma femme m'a sauvé, quoi, en fait. Parce que je pense vraiment, et c'est ce que je veux dire aux victimes, je pense vraiment que le silence nous tue. Le suicide, c'est difficile à accepter. Moi, j'étais tellement liée à mon frère, mais par moments, je me dis, mais comment tu peux me laisser Juste avant de se suicider, il avait dit à mon père, lors d'un déjeuner où j'étais présente, « Après ce que tu m'as fait, je n'ai plus rien à te dire. » J'aurais dû réagir en disant, mais dites-le, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'a fait de si grave? Et je pense qu'il n'a jamais parlé durant lui, il n'a pas eu d'amnésie. Il a très bien compris que j'avais pas en mémoire directement ce que nous avions vécu. Et du coup, il est parti sans me... Il voulait que je sois heureuse. J'ai envoyé un courrier à mes parents pour leur expliquer ce qui s'était passé. Le premier qui m'a parlé, c'était mon père, qui pleurait, qui me disait qu'il n'avait rien vu et qu'il était désolé. Mais je ne comprenais pas trop ce qu'il me disait, tellement il était pris dans les larmes. Il m'a passé ma mère. Et là, il s'est passé quelque chose qui, pour moi, est inoubliable. C'est-à-dire que ma mère m'a dit 2 choses dans la même phrase. « Je te crois, parce que je me suis toujours douté. » Et là, c'est une rupture totale, immédiate, avec ma mère. Je n'ai pas accepté que ma mère se doute qu'un autre de ses enfants soit en train de violer son dernier enfant et qu'elle préfère fermer les yeux. Alors que je lui avais pas envoyé de lettre, j'ai ma plus grande sœur qui m'a appelé d'une façon très furtive, un appel très court pour me dire que je ne faisais plus partie de la famille. Parce que, voilà, tu te rends compte, ce que tu fais à la famille, ces phrases, elles sont pour nous pas acceptables. Parce que, est-ce que eux, ils se rendent compte de ce que la famille nous a fait? En excluant celui qui parle, on le conforte dans cette idée de silence. Et c'est beaucoup plus facile de rester avec l'agresseur, quoi. Donc je peux comprendre que dans 80% des cas, la famille choisit l'agresseur parce que c'est ce qui s'est passé pour moi. Et c'est quand j'en discute un petit peu avec les victimes maintenant qui me contactent, c'est ce qui se passe quasiment tout le temps. J'avais 18 ans. Ma mère était chez lui avec mon petit frère et là, j'ai vu mon petit frère sur ses genoux à lui. Dans ma tête, c'était clair et net. Je voulais pas que mon petit frère subisse ce que moi j'ai vécu. Donc du coup, il fallait parler, il fallait que je prévienne mes parents, il fallait que je leur dise qui était vraiment leur meilleur ami, quoi. Ouais, il m'appelle et il me dit faut que je te parle. J'ai appelé papa, faut que je vous parle. Et donc moi je pensais que c'était dû à notre divorce, à son petit frère qui était né, qui nous en voulait parce que voilà. Et quand j'arrive chez eux, je trouve mon fils sur son canapé en position fœtus, recroquevillé sur lui-même, qui pleure toutes les larmes de son corps. Et moi, je lui demande ce qu'il y a. Et je demande à sa petite amie de l'époque qu'est-ce qui se passe. Et là, il me dit que notre fameux ami, ce monsieur est son violeur. Vous dites ouais, vous avez la terre qui s'écroule autour de vous, quoi. Vous dites, qu'est-ce qu'il est en train de me raconter? Et pourtant, je crois mon fils, voilà. Je lui demande juste, pourquoi pas avant? Pourquoi maintenant? Pendant combien de temps? Et là, c'est le 2e coup de massue. Vous dites 10 ans. Donc 10 ans,
Donc ça a duré de 9 ans à 19 ans. Et là, il te dit non, ça a commencé à 6 ans. Et là, c'est le coup de trop. Vous vous dites 6 ans. Il a touché mon fils de 6 ans. Et là, c'est vous qui vous posez des questions et qui vous dites, mais en tant que maman, qu'est-ce que j'ai pas vu? Moi, franchement, je l'ai pas cru. Je l'ai pas cru. Et c'est mon ex-femme qui m'a dit, mais ouvre les yeux, c'est ton fils, quoi. Il te dit quelque chose, là. Mais franchement, moi, sur le moment, j'ai dit, mais ce que tu nous dis, c'est grave. Je savais l'importance de la chose. J'ai dit, ce que tu nous dis, c'est grave. Faut que tu réfléchis bien. Est-ce que c'est pas juste des cas? Non. Il me dit, il y a tout. C'était pas la peine. J'étais dépité. La colère, j'avais tout, quoi. Tout. Je m'en suis voulu parce qu'on n'a pas pu protéger notre fils. Et puis, franchement, j'avais des envies de meurtre. Hein. J'avais des envies de meurtre. Hein. J'avais qu'une idée en tête, c'était de lui faire du mal. Et là, vous vous dites, bah non, j'ai mes enfants derrière et il faut que je sauve Kevin et il faut qu'il paye pour... voilà. De toute façon, je lui avais dit aussitôt, le lendemain matin, je te prends à 9h et on va au commissariat, on va porter plainte. Chose que l'on a faite le lendemain matin à 9h, on était au commissariat. Quand j'ai su qu'il allait être grand-père de ces 2 petites, je me suis dit que je pouvais plus me taire. Je pouvais plus. J'en ai parlé d'abord à mes parents, à mon frère. Et puis ma mère m'a accompagnée pour mon dépôt de plainte. Je minimisais un petit peu les faits, mais tout de suite, les policiers m'ont dit « mais il est connu pour ce genre de faits, il a déjà reçu des plaintes ». Donc, c'est très violent quand on prend ça dans la figure, quand même. Et il avait reçu des plaintes pour attouchement, des plaintes qui étaient prescrites, et qu'il avait aussi violé sa sœur. Il y avait prescription. Donc évidemment, je suis sidérée parce que je n'imagine pas qu'il puisse y avoir prescription pour ce type d'acte. On devrait pouvoir aller en justice toute sa vie. Mais c'est pas ça qui me met en colère. À ce moment-là, ce qui me met en colère, c'est de voir que la justice l'autorise à être encore présent dans des associations sportives, à être au contact d'enfants, que rien n'est dit, que rien n'est fait, que finalement, avec les années qui ont passé, on a su que plus ou moins les gens savaient qu'il avait des relations un peu déviantes avec les enfants, mais que ça ne se disait pas. En fait, rien ne se dit et qu'on est vraiment dans cette culture de la complicité et du silence. Et mon cas l'a amené en cour d'assises parce qu'il n'y avait pas prescription à ce moment-là. Et quand je suis allé porter plainte, du coup, quand j'ai dit que c'était un entraîneur de foot, que j'étais pas la seule victime, la policière a recensé tous les licenciés qu'il avait pu entraîner. Donc elle a interrogé, mais je sais pas combien de personnes. Et donc du coup, on apprend que je suis pas la seule victime, que par contre je suis la plus jeune. Et que toutes les autres victimes, c'était des enfants du village. J'avais tellement de détails que la policière, elle a mené son enquête. Et vu qu'il faisait partie du district des Midi-Pyrénées du football, elle a remonté jusqu'au bureau du district, vu qu'il se servait des ordinateurs pour enregistrer des photos ou les sauvegarder. Donc elle est allée au bureau et elle demande de saisir les ordinateurs au président du district, qui lui répond qu'il lui faut un mandat. Et quand elle revient avec son mandat, il y a tous les ordinateurs qui sont effacés, qui sont partis à l'informaticien pour être effacés. Du moment où vous portez plainte jusqu'au tribunal, moi j'ai attendu 6 ans. Non, pendant 6 ans, il avait le droit d'entraîner. Parce qu'il n'avait pas eu de jugement, justement, encore. Donc pas reconnu coupable. Et il y a la présomption d'innocence. Donc il pouvait entraîner. C'était le bon père de famille, le bon entraîneur, le mec dévoué et sympa. Donc il est resté dans le village, il faisait ce qu'il vivait normalement, quoi. Le premier jour du tribunal, quand vous voyez ces enfants, ces enfants, moi je dis ces enfants parce que pour moi, quand je les ai vus rentrer au tribunal,
C'est les petits bonhommes que j'ai pu croiser à la boulangerie à l'époque. Et vous avez tous les mêmes profils. C'est des petits garçons un peu honteux, cachés, mal rasés, baissent la tête. Et puis au fur et à mesure que le procès passe, que tout le monde parle et tout ça, vous les voyez un peu plus... voilà. Ils reprennent... voilà, on les croit, ça y est. Voilà. Et le dernier jour où on sait la peine qu'il va avoir, ils arrivent, ils ont plus de foulard autour du cou, ils sont bien rasés, et là on les a crus. Et là, pour beaucoup, ils ont gagné. La tête haute. Et il y a certains qui n'avaient rien dit à leurs parents, ils avaient caché, ils avaient enfoui. Et le dernier jour du tribunal, vous voyez les parents arriver avec l'enfant à côté parce que ils ont osé parler à leurs parents. Et ça, c'est une victoire. Ouais. Il a pris 10 ans, 10 ans plus 2 ans de soins à l'extérieur quand il sortira. À l'issue du procès, la femme du fils aîné de mon agresseur est venue me voir pour me remercier d'avoir porté plainte. Parce qu'elle avait 2 petites filles et que c'est ça qui a été ma motivation première. Quand j'ai déposé plainte, c'est quand j'ai su que lui allait être grand-père de ces 2 petites filles-là. Et je me suis dit, c'est pas possible, forcément il va les violenter parce que c'était un agresseur de petites filles essentiellement. Et à l'issue du procès, elle est venue me remercier. C'était un moment, je crois que j'oublierai jamais ça de toute ma vie, parce que je me suis sentie... C'est la première fois que je me suis sentie utile. C'est vrai que de voir cette jeune maman en pleurs, qui était dévastée, parce qu'évidemment, on ne souhaite jamais avoir un pédophile dans sa famille, et qu'on a beaucoup de peine certainement pour son mari, qui était aussi le fils de cet homme-là. Donc, moi, je culpabilisais aussi de briser leur famille. C'était des gens que je connaissais. J'aimais ces garçons. C'est facile pour personne, ni pour la famille d'une victime, ni pour la famille d'un agresseur. C'est une épreuve terrible. J'ai grandi dans un contexte plutôt favorisé, dans la banlieue parisienne. Nous étions une famille plutôt pratiquante. Ce que je peux dire, c'est que à l'âge de 7-8 ans, j'ai croisé le chemin d'un prêtre qui était très charismatique, très engagé dans la paroisse, qui était sportif, qui avait monté un club de basket. Et donc, pour dire les choses simplement, j'ai passé un très mauvais quart d'heure, pour dire les choses comme ça. Et donc, j'ai subi une agression de ce prêtre. Simplement, la chance que j'ai eue, c'est que dès que je suis sortie de l'endroit où nous étions tous les deux, j'ai raconté, avec mes mots et ma compréhension, ce qui s'était passé tout de suite à ma maman et à ma sœur. Ma sœur avait 1 an de moins que moi. Ma mère n'a pas mis en doute ce que j'ai dit. Elle était très étonnée. Elle a dit « Mais tu es sûre, vraiment ?» Et donc, nous sommes repartis de l'endroit. Elle n'est pas allée lui parler, mais j'ai vu qu'elle était contrariée. Visiblement, elle était très contrariée du récit que je venais de lui faire. Et la conséquence qu'il y a eu, c'est que j'ai été, en fait, on va dire, le régime de la messe s'est assoupli. De cet instant-là, j'allais à l'église lorsque mes parents me le proposaient, mais que j'avais envie. Ma maman s'était renseignée et malheureusement, elle pensait que je n'étais pas la seule qui était passée entre les griffes de ce prêtre et que, du dire de plusieurs mamans catéchistes qu'elle avait des années après recontacté par téléphone, eh bien tout le monde savait que ce prêtre avait, je cite, les mains baladeuses, que les petites filles mettaient un short en dessous de leur jupe pour aller faire des activités avec lui. Bref, j'ai réussi à surmonter tout ça. Je ne me suis jamais posée durablement en victime, mais plutôt en militante,
pour défendre des causes que je crois justes, c'est pas anodin. Et donc, il faut pas passer sous silence les traumatismes que ça cause, bien sûr. J'ai été élue entre 2011 et 2017 sénatrice du département où je vis, où je suis installée depuis longtemps. Et donc, mon idée, en arrivant au Sénat, était de proposer une mission, au début une commission d'enquête. J'ai vite compris que ça ne serait pas possible, ou une mission commune d'information, où en réalité, on aurait fait le point sur ces abus, et dans l'Église, et dans le système éducatif, et dans les colonies de vacances. Donc mon idée était un petit peu de prendre la mesure du phénomène et de voir, en gros, comment il faut améliorer la prise en charge des victimes qui, à l'évidence, est très lacunaire et défaillante. Et puis aussi, voir comment on pouvait essayer de faire la prévention dans les différents milieux concernés. Et là, j'ai vite vu que ça allait être difficile. Donc j'ai essayé de 2011 jusqu'en 2017, force est de constater que je n'ai pas réussi à lancer une dynamique politique. Pour vous dire les choses simplement, il y avait toujours plus grave et plus urgent. Et donc j'ai compris que c'était un sujet inconfortable, qui le dérangeait, où il n'y a que des coups à prendre, il n'y a que des révélations horribles, il n'y a que des victimes et il n'y a pas beaucoup de solutions. C'est un sujet politiquement extrêmement impopulaire. Et comme en France, on a tous les ans des élections, si vous voulez, c'était inopportun tous les ans. Je ne peux pas admettre qu'on se contente de dire que aujourd'hui en France, dans une classe d'école, il y a 2 enfants au moins qui auront été victimes. On le sait et je ne peux pas admettre qu'à ces enfants-là, on ne leur dise pas « viens nous le dire, on va t'aider ». Je n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a des campagnes pour la protection de l'enfance qu'une fois tous les 3-4 ans. On le sait maintenant que les enfants sont sur les réseaux sociaux, donc elle leur permettrait de se rendre compte qu'il y a des numéros qu'ils peuvent appeler en dehors du cadre de leur famille où on peut les écouter. Moi, peut-être que si à l'époque j'avais croisé un instituteur ou croisé une affiche qui m'aurait montré que mon corps m'appartient et qu'il y a des choses qu'aucun adulte, quel qu'il soit, ne peut faire, j'aurais peut-être été voir et j'aurais peut-être fait quelque chose pour que ça s'arrête. Je pense que la responsabilité des parents aujourd'hui ou même de l'institution, c'est de parler des parties intimes aux enfants et de leur dire que personne n'a le droit de mettre la main dans la culotte, personne n'a le droit de caresser les parties intimes, qu'il y a des caresses interdites même entre enfants et que tant qu'on est enfant, c'est une région sensible qu'il ne faut pas perturber et qu'il y a des secrets qui rendent malheureux. Enfin, voilà, il y a des mots comme ça à utiliser. Je pense que c'est important. Ces parties-là, ça lui appartient. Lui apprendre à se laver, lave-toi tout seul. Prends l'éponge, regarde, lave-toi, je suis là, je te dis comment il faut faire, mais je ne touche pas. Un enfant, à partir du moment où il met plus de couches, on n'a plus de raison de toucher ses parties intimes. C'est à lui de se laver, c'est à lui de prendre conscience que ça, c'est précieux. Fille comme garçon. Je l'ai appris, j'étais au travail. Je l'ai appris par un collègue de travail qui lui-même l'a appris par les médias. Mon collègue m'a dit t'es au courant de ce qui s'est passé dans l'école de ta fille? Je lui dis non. Il me dit ben regarde. Et je vois effectivement un article qui dit directeur de l'école du Madlara, présumé d'actes sexuels sur les enfants, donc on n'en savait pas plus. Pendant des ateliers du goût. Donc automatiquement j'ai appelé ma femme, je l'ai réveillée aussitôt. Il était 6h à quelle. Elle l'a réveillée, elle lui a posé la question ce qui s'est passé dans les ateliers du goût. Et de là, elle lui a tout déballé. Qui faisait écouter les choses, mais c'était pas avec une cuillère. C'était long, dur, avec des poils. Voilà. Qu'à la fin, ils étaient obligés d'avaler, ils n'avaient pas le droit de vomir, ils n'avaient pas le droit de ceci, ils n'avaient pas le droit de cela. Chaque fois, la seule chose qu'ils faisaient goûter à la fin, c'était du fromage liquide amer. Voilà. Les enfants avaient les yeux bandés. Parce que le principe de l'atelier du goût, c'est de goûter les choses sans les voir. Ils avaient interdiction de lever le bandeau, à passer par groupe de 2 ou 3 les enfants. Jusqu'au jour où une des petites filles
a décidé de désobéir au maître, hein, elle l'a levé. En enlevant le bandeau, elle a crié, elle a dit « J'ai vu le zizi du maître dans la bouche d'un tel ». Les 2 petites filles concernées décident d'en parler à leurs parents directement le soir même. Leurs parents, ni une ni deux, décident d'aller déposer plainte. Et le lundi, on est venu le cueillir devant l'école, devant les enfants, quoi. On a su par les médias que le professeur avait déjà été condamné pour détention d'images à caractère pédopornographique en 2008. C'est une deuxième claque. Une deuxième claque. Parce qu'à ce moment-là, on se dit tout aurait pu être évité. Ce qui aurait pu être le cas vraiment. On a appris qu'il avait été dénoncé par la police allemande à l'État français, qu'il y avait une dizaine de personnes. Hein. Une dizaine de personnes se trouvant en France faisaient du trafic d'images d'enfants à caractère pédopornographique. Et il a été interpellé pour ça. Il a été condamné pour ça. Je crois que c'était 6 mois de sursis. Hein. En aucun cas, le magistrat de l'époque de Bourgoin-Jallieu a estimé nécessaire de l'écarter des enfants. Après sa condamnation en 2008, les écoles n'étaient pas informées de sa condamnation. Personne. Seul le ministère de la Justice est au courant. Que ce soit les gendarmes qui l'ont auditionné, que ce soit son avocat, que ce soit le procureur, que ce soit le juge, il n'y en a aucun sur ces 4 personnages qui s'est dit « faut le signaler, faut l'empêcher de travailler avec des gosses ». Aucun. Ils filmaient tout, ils prenaient en photo, ils faisaient des montages. Après, on n'a jamais su si ça avait été mis en ligne, si ça avait été partagé avec d'autres. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ont trouvé des logiciels de partage. Il avait un fichier avec plein de liens, de sites, des blogs, des machins, des sites d'échange, des Red Rooms, des machins. Il y avait tout ça. Il y avait tout ça. Ce qui me ronge là, aujourd'hui, c'est d'avoir consulté ces images-là. Celles où je vois ma fille. Et aujourd'hui, ça me bouffe, quoi. Ça me bouffe. Parce que c'est pas que des mots. Tu vois ? Cet homme a choisi la solution de facilité, la fuite. Il a choisi le suicide. En vrai, qu'il soit mort, ça me gêne pas. Hein. J'aurais juste voulu qu'il attende un peu, quoi, d'être condamné. Il a été demandé à l'Éducation nationale d'aller vérifier combien d'enseignants avaient été condamnés pour des faits de consultation de sites Internet à caractère pédopornographique. Ah, mais c'est qu'il y en a énormément. Énormément. Donc la question est la suivante. On a fait des statistiques, et alors qu'est-ce qu'on fait ? On a dans des établissements X ou Y dont on sait qu'il a été consulté de façon assidue des sites pédopornographiques, et donc on le laisse enseigner. Donc en fait, c'est toute la question d'une politique de prévention qui doit être mise en place, avec l'idée de zéro tolérance. Quelqu'un qui est un prédateur, il n'a pas à travailler avec des enfants, ni pour des centres aérés, ni pour des activités péréducatives, ni en club, ni comme enseignant. Moi, je suis devenue chef d'établissement. On a fait 5 heures sur le voile, la question du voile et tout ça. On a été ultra formés. C'est vrai que c'est une question politique importante, mais j'allais dire en termes de dangerosité immédiate, la question des agressions sexuelles et des prédateurs me semble une question importante. Et moi, j'aimerais que dans tous les établissements, on puisse faire de la prévention et qu'on apprenne au personnel les bons usages, les bonnes pratiques, qu'on apprenne à ne pas laisser un enseignant tout seul avec un petit enfant. Enfin voilà. Et malheureusement, on part de très loin. Voilà. Nous, parents, on est bêtes et disciplinés. Quand on met un autre enfant à l'école, on sait qu'il est en sécurité à l'école. Sauf que quand ça nous tombe dessus, finalement, il n'était pas si en sécurité que ça, quoi. Depuis l'histoire de Villefontaine, une loi a été votée, hein, la loi dite de Villefontaine. Et cette loi stipule que le ministère de la Justice doit mettre au courant l'éducation nationale dès qu'il y a une affaire, une simple suspicion, hein, ou une condamnation. C'est-à-dire quand la personne est condamnée par le tribunal doit en informer l'éducation nationale. Sauf qu'on oublie que dans les écoles, il n'y a pas que des enseignants. Les enseignants, c'est le personnel de l'éducation nationale.
On oublie tout ce qui est animateur, tout ce qui est personnel de cantine, tout ça, on l'a pas fait. Parce que ça, c'est du personnel de mairie, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des animateurs de périscolaires, des animateurs d'autres choses, qui aient un casier judiciaire pour des faits d'agression sexuelle ou de détention d'images à caractère pédopornographique, mais qui ne seront pas inquiétés puisqu'il n'y a pas d'obligation dans la loi Villefontaine de communiquer entre le ministère de la Justice et les communes. Voilà. À sa sortie de prison, vu que le bénévolat n'est pas encadré, les présidents de clubs n'ont pas accès au casier judiciaire des gens. Donc ouais, il va pouvoir ressortir, juste changer de district et il pourra entraîner d'autres enfants. C'est à l'âge de 40 ans que j'ai retrouvé ces souvenirs. C'est à ce moment-là que je coupe complètement avec mon père. Je n'ai plus voulu le voir. Donc il y a eu cette rupture de 6 années avant sa mort. Et puis il y a eu ce message, cet appel téléphonique que j'ai passé. J'ai envie qu'ils disent, j'ai envie qu'ils parlent. J'ai besoin, non pas que ce soit ni une justice qui le dise, ni un commissaire de police. J'ai envie que ce soit lui qui dise, qui mette les mots. On parle de mon frère, il exprime que Fabien est mort à cause de lui, à cause de ce qu'il nous a fait. Et là, le lendemain, j'ai un coup de fil de mon frère aîné me disant « Papa est mort ». Ce qu'on se dit, lui, est sans doute insupportable. Autant c'est insupportable de faire du mal, mais d'avouer qu'on a enlevé la vie, c'est insupportable de continuer à vivre après l'avoir avoué. Cette espèce de terreur que j'avais en moi, elle est partie quand je l'ai vu sur son lit, mort. J'avais besoin de voir qu'il était vraiment mort, qu'il serait... je me suis sentie vraiment libérée, comme si l'air, il n'était pas que pour les autres. Je me suis aperçue que dans mon arbre généalogique, tout le monde avait été violé, ou 80% des personnes. Donc je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, je dois faire un travail sur ça. C'est moi qui dois le faire dans cette famille. Je vais le faire et ça va guérir tout l'arbre, c'est pas possible. Et surtout, je veux pas que ça arrive à mes enfants. Voilà. Et si je coupe là maintenant cet arbre, ça va pas arriver. Et pour couper ça, il faut parler. Il faut libérer la parole le plus tôt possible, le plus de monde possible. Il faut libérer. Quand j'ai 28 ans, je lui ai dit « Papa, il faut que je te parle ». Il est arrivé de suite. Et je lui ai dit « Tous les hommes que j'ai rencontrés, j'ai une vie pourrie, ma vie elle est très difficile. Et tout ce que tu m'as fait, je fais le lien entre lui et ma vie ». Et là, il pleure, il me raconte qu'il était dans un orphelinat au Liban avec des curés qui ont abusé de lui. Et je lui ai dit, voilà, en fait, je porte ta valise, là, tu vois, je vais te la rendre. C'est pas la mienne, c'est la tienne. Donc, tu vois, tu la prends, je te la rends. Je fais un geste, il n'a pas compris. Tu reprends ta valise, voilà, et c'est ton histoire. Moi, je la veux plus, tu vois, je la porte depuis petite, maintenant, je la veux plus. Voilà, maintenant, j'ai envie de vivre, j'ai envie de rencontrer des gens bien et j'ai plus envie de souffrir, quoi. Il m'a fallu un moment écrire un spectacle sur les violences sexuelles que j'avais subies quand j'étais petite. Ce qui m'a permis, moi, de me remettre de tout ça, très clairement, c'est grâce à ce spectacle et grâce aux rencontres que j'ai faites et à toutes ces victimes, comme moi, qui m'ont dit « mais j'ai vécu exactement la même chose ». J'ai vécu la culpabilité, j'ai vécu les addictions, tout... En fait, tous ces gens ont comblé un vide, un énorme vide émotionnel. Et ça m'a donné beaucoup de réconfort. Donc non, je m'en veux pas. Plus aujourd'hui, en tout cas.
faut marcher la tête haute parce qu'on a survécu. Il faut arrêter d'avoir honte. Et il faut vraiment se dire que c'est pas notre faute. Encore une fois, quand on est violé enfant, ce n'est pas notre faute. Il faut être fier de l'adulte qu'on devient. Il faut être fier, même avec les moments de déprime. Il ne faut pas avoir peur de ces moments de déprime parce qu'il y en a. Et que tant pis, il faut les vivre. Il faut les vivre, ces moments de déprime, de nostalgie, de mélancolie, de se dire « Putain, mais pourquoi moi ?» De toute façon, malheureusement, le passé, il est là. Il est là. On est obligé de faire avec. C'est pas juste d'être violé quand on est enfant. C'est pas juste. C'est sordide, c'est terrible. Et c'est long de se remettre de ça. Ce qui est important, c'est de trouver la force en soi pour sublimer ce qui nous est arrivé et s'en servir comme arme pour rendre le monde meilleur, quoi. Et c'est formidable. C'est formidable de voir cette notion de résilience. C'est magnifique, c'est à ça que je m'accroche, moi.